Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette vidéo correspondant à la 6e semaine de confinement en histoire géo pour cette classe des secondes. Aujourd'hui, nous allons finir notre chapitre 6 en réalisant notre séance 4 intitulée George Washington, premier président des États-Unis. Avec cette séance, nous allons finir ce chapitre que nous avons commencé, le modèle britannique et son influence, où nous avons parcouru l'indépendance des États-Unis et l'influence que cet événement aura dans la pensée et la Révolution française de 1789. George Washington a mené la guerre d'indépendance contre les Britanniques et présidé la convention qui a rédigé la nouvelle constitution en 1787. En avril de même année, considéré comme un père de la nation, il est très populaire et devient naturellement le premier président des États-Unis. Mais qui était George Washington? Considéré comme le père de cette nation, était un célèbre général, un fermier aussi, et un entrepreneur, et il fut le premier président des États-Unis. Plus de 200 ans après sa mort, George Washington reste considéré comme l'un des chefs des files les plus importants des États-Unis. Son nom et son effigie figurent sur les billets du dollar américain et il a donné son nom à la capitale de la nation. Notre premier point seront les conséquences de la Révolution américaine pour la France. À travers la figure de George Washington et comment lui, il va arriver à être président des États-Unis et comment il va donner une définition de qu'est-ce que c'était être président, nous allons voir les conséquences de cette révolution américaine pour la France. Lorsque la révolution américaine éclate, en 1775, Washington est nommé commandant en chef de l'armée continentale. Les forces armées se battant pour obtenir l'indépendance de la Grande-Bretagne, bien qu'il ait perdu plus de batailles qu'il n'a gagnées, George Washington a mis en place une stratégie gagnante qui débouchera sur les grandes victoires telles que la bataille de Trenton en 1776 avec la célèbre traversée du fleuve Delaware le jour de Noël, celle de Princeton en 1777 et, avec l'aide de ses alliés les Français, la victoire décisive de la guerre à Georgetown à l'automne 1781. Pourquoi George Washington est-il choisi comme premier président des États-Unis? Nous allons répondre à cette question en analysant les documents, la chronologie que je vous montre maintenant, que vous trouverez sur la page 214 de votre livre. Les grandes dates de George Washington. Il est né dans la colonie britannique de Virginie le 22 février 1732, où son père, Augustine Washington, était planteur. Alors qu'il n'était âgé que d'11 ans, son père meurt en léguant la plupart de ses biens au demi-frère aîné de George, Lawrence. Comme beaucoup de riches planteurs en Virginie, Augustine Washington voulait envoyer son fils George faire ses études en Angleterre. Mais la mort d'Augustine rendant cela impossible. L'éducation formelle de George se termine à l'âge de 15 ans. À 17 ans, George Washington est nommé un arpenteur du comté de Culpeper en Virginie. L'expérience qu'il a acquise en arpentant les terres non colonisées, ses liens avec des personnes importantes
au sein du gouvernement colonial de Virginie et ses qualités de dirigeant les conduisent finalement à commander les troupes de Virginie pendant la guerre franco-indienne, la guerre des 7 ans, commencée en 1754. Durant ce conflit, Washington reçoit une reconnaissance internationale pour ses qualités de leader et pour son courage. Comme vous voyez, entre 1776 et 1783, il sera le commandant de ces chefs insurgés, appelés aussi patriotes, durant la guerre d'indépendance. À la fin de la guerre, il prend l'extraordinaire décision d'abandonner son commandement militaire et de renoncer à son poste au Congrès des États-Unis pour retourner à sa paisible demeure de Mont-Verdon. Ces gestes réaffirment l'un des principes fondamentaux du gouvernement des États-Unis, nouvellement indépendant, le principe de l'autorité absolue du pouvoir civil sur les militaires. Mais sa retraite s'avère être de courte durée. En 1787, il est appelé à exercer les fonctions de président de la Convention constitutionnelle, au cours de laquelle fut écrite la Constitution des États-Unis. Ses qualités de dirigeant et sa renommée durant la Convention contribuent à l'élaboration et à la ratification de ces documents qui, plus de 200 ans plus tard, est devenu le fondement du gouvernement représentatif le plus ancien sur Terre. En 1789, il est élu à unanimité premier président des États-Unis d'Amérique. Au cours de ses mandats présidentiels, Washington a permis d'établir un gouvernement stable et efficace. Malgré son désir de se retirer en Mont-Vernon, le général accepte de servir un second mandat avant de laisser sa place en 1797 à son successeur, John Adams, pour permettre un transfert en douceur au bureau présidentiel. Après sa retraite du gouvernement, Washington revient à Mont-Vernon où il continue à faire prospérer son exploitation agricole. Il crée également de nouvelles entreprises, donc une distillerie de whisky qui, en 1799, était l'une des plus importantes des États-Unis. Il meurt le 14 décembre 1799 des suites d'une infection. Il posséda des esclaves tout le long de sa vie, mais décida de les affranchir dans son testament, ce que ne fit aucun autre père fondateur propriétaire des esclaves. Comme nous venons d'analyser, Washington, propriétaire et fermier avec un grand pouvoir économique, il avait gagné la confiance et la faveur de son peuple en devenant ce général qui avait conduit à la victoire aux patriotes. Et même, il ne voulait pas le pouvoir, il ne le voulait plus. Il voulait tout simplement qu'un gouvernement civil prenne le rôle. Mais il avait été appelé pour revenir et créer la Constitution. Et il avait accepté ces 2 mandats qu'il a gardés pour après continuer avec son succès et sa vie quotidienne. Ce sont les raisons d'un homme que, comme vous venez d'entendre, l'unique de père fondateur propriétaire d'esclaves qui avait affranchi dans son testament ses esclaves. Mais quel est le rôle du président selon Washington? Nous allons voir cela à travers le document 4 de la page 215. Et on va effectuer aussi une comparaison avec l'Angleterre. Vous allez voir comment la façon de penser de Washington sera complètement différente à celle qu'on a vue et à celle qu'on vivait en Europe à ce moment-là. Washington précise le rôle du président. Sur l'autorité du président,
l'autorité de pouvoir exécutif de notre pays est peut-être mieux définie que celle de notre État. J'ai eu et continuerai à avoir pour but de ne l'étendre ni la diminuer en aucune occasion, à moins que je sois forcé par les circonstances souverainement impérieuses. Dans cette première partie, vous voyez comme pour lui, l'autorité de pouvoir exécutif ne doit pas être diminuée par le rôle du président. Donc, le président ne doit pas avoir une interférence dans le pouvoir exécutif du gouvernement, sauf des circonstances impérieuses. Déjà, on voit qu'il veut être garant de la division de pouvoir. Si on continue le texte, sur l'usage du veto présidentiel, Washington dira « Par respect pour le Parlement et estimant que cette conduite m'est dictée par une interprétation sage de la Constitution, j'appose ma signature à plusieurs billes, lois, qui sont pourtant contraires à mon propre jugement. » C'est un extrait d'une lettre à Edmond Pendleton en 1793. Vous voyez ici, dans cet extrait, comment, même si lui, il était contre certaines lois, si le pouvoir exécutif décide que ces lois doivent avoir lieu, il va les signer pour les appliquer. Encore une fois, l'impartialité est une hauteur que les hommes politiques doivent prendre pour pouvoir gérer un pays aussi grand et aussi divers que les États-Unis. Le dernier extrait, face à la Chambre qui veut débattre du traité avec l'Angleterre en 1794, Washington dira « Il est évident pour moi que le pouvoir de faire des traités a été exclusivement conféré au président procédant sur l'avis et avec le consentement du Sénat. Je remplis les devoirs de ma charge en protestant contre les principes soutenus par la Chambre des représentants et en refusant d'accéder à sa requête. » Entre parenthèses, ils nous disent que la Chambre va céder. C'est adressé à la Chambre des représentants en 1794, déjà durant son deuxième mandat. Mais vous voyez ici, encore une fois, de quelle façon Washington, qui s'était battu contre les Anglais, il va avoir une relation complètement différente avec le Sénat et il va bien sûr montrer son désaccord et il va protester contre les principes soutenus par cette Chambre et refuse d'accéder à sa requête. Là, on voit aussi comment il y a un échange de pouvoir, comment il y a une relation complètement différente avec un pouvoir absolu. Pour pouvoir comparer ces rôles de président que George Washington est en train de donner une définition et de quelle façon l'Angleterre mène son gouvernement, je vous montre ces documents qu'on avait déjà travaillés et qui nous montrent l'Angleterre à cette époque-là. On voit déjà des différences. Évidemment, le roi n'existe pas. Mais ici, il nous montre ses droits de veto sur les lois. Si on voit la réflexion déjà de Washington, de George Washington, lui, même s'il n'était pas d'accord avec les lois, il les acceptait et il signait. Donc ses droits de veto étaient moins pressants, selon cette image que George Washington voulait développer, par rapport aux lois créées par le Parlement. Et aussi, quand on analyse de quelle façon Washington amènera sa politique extérieure, il sera capable de pacifier les relations avec l'Angleterre par le traité de Londres en 1794. Il défend aussi les principes isolationnistes, seuls, même selon lui, de préserver la paix et la prospérité des États-Unis.
Maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences de la Révolution américaine pour la France. Pour voir cela, nous allons analyser le document 6 de la page 219. Ces conséquences seront pas seulement économiques, sinon sociales, politiques et évidemment au niveau de la pensée. Regardez ces documents qui nous montrent les postes de dépenses. Vous voyez ici, d'un côté et de l'autre, 1 million de livres. 2 années, 1775 et 1788. On voit l'évolution des dépenses. D'un côté, nous avons quelles sont les dépenses pour la maison du roi, les affaires étrangères, guerre, marine, les travaux publics, charité et subventions, gages et pensions, services de la dette, et charges et frais divers. Vous voyez comme d'une année à l'autre, les poids de la guerre de l'indépendance vont augmenter énormément. Ils vont se produire cet emprunt d'un total de 530 millions de livres pour financer la guerre d'indépendance américaine. L'État français va devoir appuyer pas seulement avec une armée, sinon surtout économiquement, les patriotes américains pour obtenir leur indépendance. Cette intervention française coûte très cher. La monarchie française soutient les Américains dans le but de s'opposer aux Anglais. En effet, après avoir perdu la guerre de 7 ans contre les Anglais, les Français se sentent humiliés et souhaitent assister au déclin de l'Empire britannique. Louis XVI, ses ministres considèrent que cette alliance leur permettra d'avoir un pied en Amérique du Nord et de réaffirmer la place de la France sur l'échiquier européen. Toutefois, la victoire franco-américaine de 1783 ne règle pas les soucis de l'argent du royaume français. Les réformes que les ministres de Louis XVI tentent de mener pour rétablir l'équilibre financier ne donnent rien. C'est pour remédier à cette situation calamiteuse que Louis XVI finit par convoquer les États généraux. Très vite, des voix révolutionnaires s'élèvent au sein du tiers-État. Les Français sont passionnés par les débats qui agitent les Américains et par la participation de la France dans cette entreprise. Certains Français ayant participé à la guerre d'indépendance, à l'image de la Fayette, sont perçus comme des héros. Cela contribue au regain d'intérêt pour les idées développées par les philosophes de Lumière. On trouve alors dans les discours des représentants du tiers-État une volonté de souveraineté populaire, de liberté de conscience et d'expression. La monarchie absolue de droit divin, incarnée par Louis XVI, est remise en question. Ainsi, les idées libérales anglaises ayant nourri la philosophe des Lumières et provoqué l'indépendance des États-Unis s'imposent dans les débats qui mèneront à la Révolution française. Ça a été un concours de circonstances, mais évidemment, une chose après l'autre, une fois que les coûts de cette guerre étaient tellement énormes que l'État français ne pouvait pas remonter, a déclenché tous les événements qui vont venir juste après. Les États généraux vivaient déjà dans une ambiance complètement différente à celle qu'on a vécue dans les siècles précédents. On ne peut pas comprendre cette remise en question de la monarchie absolue des droits divins sans comprendre Locke, le Bill of Rights et la Révolution américaine. Mais sans doute, cet endettement et l'impossibilité de pouvoir en tirer un profil immédiat de cette indépendance de la part des Français sera sans doute une des causes
finale pour la Révolution française. Une fois que nous avons fini la première partie de cette séance, vous devez retenir et prendre en tant que trace écrite les conséquences de la guerre d'indépendance aux États-Unis par rapport à cette influence du modèle anglais, quel rôle Washington jouera en tant que président et les conséquences de la guerre pour la France. Nous continuons avec notre deuxième point de cette séance 4, les limites du modèle américain. Il est vrai que jusqu'à maintenant, je vous ai montré peut-être un peu un monde de couleur de rose, peut-être, mais comme je vous avais dit aussi à la fin de la séance 3, certains problèmes qui ne seront pas résolus parce que c'était impossible de tout faire en quelque sorte après, une fois que l'indépendance sera acceptée, vont ressurgir et ils vont mettre presque en péril cette création, cette nouvelle réalité américaine, pas plus loin d'un siècle après sa création avec la guerre de sécession américaine. Mais nous allons voir, point par point, ces imperfections et répercussions de la Révolution américaine. Quelles sont les limites évoquées? Et pourquoi ces actions sont en désaccord avec la Constitution américaine? Nous allons analyser deux documents, les documents 1 et 3, de la page 216, que je vous montre maintenant. Vous voyez ici, dans ces premiers documents, qui s'intitule République censitaire et esclavage en 1800. Ici, les États-Unis sont divisés par rapport à quel type de suffrage est accepté dans chacune des États. Vous voyez comment le suffrage censitaire masculin, bien sûr, avec l'obligation d'un paiement d'un sang détermine la capacité des Américains à voter pour les élections des assemblées de chaque État du Congrès et les systèmes de vote les plus étendus aux États-Unis. Seulement les Kentucky et Vermont ont un suffrage universel masculin, blanc. Évidemment, tous les hommes pouvaient voter. Le reste d'États, ces suffrages sera très limité. Dans la Constitution, les suffrages censitaires est réservé aux propriétaires blancs, aussi bien au niveau fédéral que dans les États. Les pauvres et les femmes n'ont pas le droit de vote. À partir de 1783, en plus, les Américains commencent à s'installer à l'ouest des 13 colonies et à repousser les Indiens qui vivent, ce qui entraîne des guerres. Évidemment, une des causes de l'indépendance aussi, c'était le fait de pouvoir utiliser ces terres qui avaient gagné et qui voulaient être utilisées. En 1830, le gouvernement fédéral inaugure une politique de déplacement massif des Indiens vers l'ouest du Mississippi, appelée la loi de déplacement des Indiens. Vous voyez ici deux problèmes déjà. Deux problèmes qui auront des conséquences graves. Première, c'est suffrage censitaire masculin blanc. Il fallait être en quelque sorte riche et propriétaire pour pouvoir voter. Donc la plus grande majorité ne pouvait pas voter. Masculin blanc, les hommes. D'accord. Et les femmes. Et les noirs. Et tous les restes d'ethnie. Cet état esclavagiste, si on est en train d'expulser les Indiens et on va s'étendre vers l'ouest, on commence à développer l'esclavagisme.
Je vous montre le document suivant. Là, il va nous raconter mieux ces déplacements des Indiens. C'est un extrait d'un discours du président Jackson au Congrès des États-Unis. C'est un message sur l'état de l'Union le 6 décembre 1830. Je suis heureux d'annoncer au Congrès que la politique bienveillante du gouvernement relative au déplacement des Indiens hors des zones d'établissement des Blancs est sur le point d'aboutir. 2 importantes tribus ont accepté les dispositions prévues pour leur déplacement. Et il est probable que leur exemple amènera les restes des tribus à revendiquer les mêmes avantages. Les Indiens n'auront plus de contact direct avec les Blancs. Ils ne seront plus soumis au pouvoir des États et pourront rechercher le bonheur selon leur propre voie et avec leurs propres institutions. Si grossières soient-elles, peut-être peu à peu seront-ils amenés à rejeter leurs sauvages coutumes et à constituer une communauté digne d'intérêt, civilisée et chrétienne. Cette loi de déplacement des Indiens vers l'ouest nous montre déjà dans ces mots du président Jackson de quelle façon les Indiens sont aperçus dans la réalité. Sauvages. Et même s'ils ne sont pas dignes et grossiers, ils n'auront plus de contact avec les Blancs et ils seront, bien sûr, ils seront acceptés de façon forcée. Cela sera un des points faibles aussi. De quelle façon les États-Unis vont assimiler et voir la réalité qui existait avant eux. Cette réalité des Indiens. Les réalités des minorités et aussi l'esclavage. Après la déclaration d'indépendance de 1776, l'esclavage est rapidement aboli dans les États nord. Mais la Constitution de 1787 ne l'interdit pas. Et le nombre d'esclaves augmente dans le sud, où ils sont surtout employés dans les plantations de coton en plein développement. Ils sont dépourvus de presque tous les droits. Voilà les 3 grands problèmes de ces nouveaux États. Les minorités, l'esclavage et le système de suffrage. Les limites et les désaccords avec la Constitution. Voilà la fin de ce thème 6, le modèle britannique et son influence. Nous avons fini et je vous annonce que, vu comment la situation est en train de tourner par rapport au déconfinement, nous allons la possibilité de retourner au lycée le plus tôt début juin. Donc, nous avons devant nous encore un mois. Je vous ai annoncé depuis le début que les thèmes 5 et le thème 6 seront évalués ensemble. Je me laisse la possibilité de les évaluer à distance, puisque je ne suis pas sûr encore de quelle façon on va faire, mais ce que je suis sûr, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer les derniers thèmes, les grands thèmes, pour finir les 2 chapitres qu'il y a en histoire et finir notre programme. Si on a la possibilité de se revoir au mois de juin, nous ferons l'examen de ces thèmes 5 et thème 6, c'est-à-dire les grands blocs, le troisième bloc de programme d'histoire seconde. Si, pour X raisons, nous devons continuer notre télétravail, en quelque sorte, je vous donnerai à ce moment-là la possibilité de faire l'examen, même si après les notes ne sont pas comptées, je ne le sais pas. Mais je vous donnerai la possibilité de faire l'examen de ces 2 thèmes à distance pour être évalué et pouvoir vous corriger, avoir une correction et voir un peu vos compétences. Et bien sûr, votre suite pédagogique, que c'est notre but. Jusqu'à ce moment-là,
Je vous retrouverai la semaine prochaine avec un nouveau thème, les quatrièmes blocs, avec le thème 7 en histoire. Merci beaucoup. Nous sommes en contact. Merci beaucoup aussi pour vos réponses, tous les élèves qui m'ont répondu. J'ai pris le temps de lire et je vais essayer, en tant que PP, de passer les informations comme j'ai fait depuis le début. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de commenter quelque chose ou que je puisse être en tant qu'intermédiaire de quelqu'un ou d'un prof ou de la direction pour pouvoir vous aider. Même si je sais que toutes les voies sont ouvertes au niveau de la direction, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.